Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode des soirées d'été sur Après Minuit. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui j'enregistre le matin pour le jour même parce que hier j'étais en journée bateau. On a fait une journée catamaran avec des amis à moi qui sont là en ce moment. Et franchement c'était trop bien, on est allé dans une crique et tout, c'était super sympa. Et autant, bon, chaque été, je fais plein de journées bateau, mais c'est la première fois que je faisais, enfin depuis très longtemps, depuis l'époque Martinique, quoi, que je faisais une journée kata. Et c'était trop cool parce qu'on a vraiment profité. Et en fait, c'était un peu voilé, et au final, c'était bien. Et puis en fait, ce qui est vraiment cool avec le kata, c'est que t'as de la place, tu sais, tu peux mettre du son, t'es bien. Il y a aussi, en fait, même si t'es beaucoup sur un kata, il y a toujours des petits endroits où tu peux te poser solo, t'allonger. Enfin voilà, j'aime trop la vibe kata. Et ça m'a vraiment donné envie de refaire un voyage que je rêve de faire depuis des années, des années, des années. C'est de faire au départ de la Martinique les Grenadines en catamaran et de remonter. Tu vois, ça c'est un voyage que je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire. Et donc, il est remonté tout en haut de ma liste. Voilà, un petit peu. Et donc, tout ça pour vous dire que donc, on a fait le sunset sur le Kata et tout, donc on est rentré assez tard. Après, tu connais, longue tablée d'été avec des potes, dîner qui interminable, ça papote, ça rigole, ça joue et tout. Et donc, me voilà en train de faire le petit podcast du jour on the spot, quoi, sur le moment. Et c'est pas plus mal parce que je suis archi inspirée là. Je suis archi inspirée, j'ai plein de choses à vous dire. Franchement, il y a plein d'épisodes que je voulais vous faire là, maintenant, mais je me suis dit que j'allais vous partager aujourd'hui une liste que j'ai faite sur mon petit carnet, il est toujours là. Mon petit carnet, j'ai noté il y a quelques jours, c'était au mois de juillet, 10 leçons apprises en 2026 jusqu'à maintenant. Et je sais que vous aimez bien les petites listes d'ailleurs, vous avez adoré l'épisode d'hier, vous m'avez fait kiffer. Vous avez adoré, ça vous a bien fait rigoler. En fait, vous m'avez rassurée aussi. Je vois que je suis pas la seule folle avec plein de petites obsessions et plein de petits critères. Et franchement, vos notations sont encore plus sévères que les miennes. Donc non, c'est bien. C'est bien, il faut que les mecs voient ça un peu, qu'ils aillent dans la section commentaires pour se rendre compte de l'état d'esprit féminin par rapport aux dingueries qu'ils font. Bon, en tout cas, pour cet épisode, moi j'avais envie de vous partager 10 leçons de 2026 so far. Il y a plein de choses, c'est en vrac, on va y aller tout de suite. Première leçon de 2026 so far, c'est le réel aura toujours raison face à l'imaginaire. Le réel aura toujours raison face à l'imaginaire. C'est-à-dire que je reste convaincue que l'être humain, et pour le coup les femmes en particulier, là je mets ça sur nous, on a une propension à imaginer notre vie, à l'idéaliser, bref, à être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans notre tête et à, entre guillemets, avoir un peu la tentation de la toute-puissance, c'est-à-dire tout contrôler, tout maîtriser et s'imaginer que la vie va être conforme à ce qu'on s'était imaginé, tu vois. Ben non. Ben non, bienvenue dans la vraie vie, bienvenue dans le réel. Et en fait, dans le réel, rien ne se passe comme on se l'était tout à fait imaginé. Dans le réel, il y a des circonstances, il y a des choses qu'on maîtrise pas, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a d'autres êtres humains, donc il y a l'altérité. En fait, il y a tout plein d'éléments qui vont venir orienter notre trajectoire, la détourner, l'enrichir, parfois nous faire reculer. Et en fait, ça, on le prend pas en compte dans ce qu'on s'imagine de la vie, à la fois d'un point de vue très positif, mais d'un point de vue négatif. C'est-à-dire les gens qui sont négatifs, qui sont pessimistes, ils vont s'imaginer une trajectoire pessimiste. Et les gens qui sont plutôt positifs et optimistes vont s'imaginer une trajectoire. Mais en fait, dans les deux cas, c'est délétère. En fait, dans les deux cas, on est à côté. Parce qu'on est encore dans une forme d'ego, c'est-à-dire on est encore dans une forme de rapport à la vie où on pense qu'on contrôle quelque chose, on pense qu'on maîtrise quelque chose. On maîtrise pas, on contrôle pas. Et oui, on a un libre arbitre qui nous permet de faire des choix et de prendre des décisions, mais sur une toute petite partie. Et donc en fait, la sagesse, c'est d'avoir conscience de ça et du coup de consentir à créer et à faire avec l'existant, avec le réel.
Et ça, c'est une leçon philosophique que j'ai vraiment intégrée depuis plusieurs années, mais que 2026 a vraiment continué d'ancrer avec beaucoup de force et me rappelle. C'est-à-dire que sur cette leçon philosophique que j'avais intellectuellement comprise, bah là, elle s'intègre encore plus vraiment dans mon système, dans mon fonctionnement, parce qu'il y a plein de domaines où je le vis, je l'éprouve, je m'en rends compte, je suis face à ça. Et, euh, et donc tu apprends quoi, tu continues d'apprendre et tu continues de te dire ah ouais, ben en fait, il y a ce que tu imagines, il y a ce que tu projettes, il y a l'idéal et puis il y a le réel. Il y a la vie, il y a le vécu, il y a le concret. Et tu es un être humain et donc quand on est un être humain, on est limité par le réel et par le concret et c'est le principe, tu vois. Deuxième leçon, tu peux profondément aimer quelqu'un et quand même décider de partir. C'est une leçon. Alors attends, quand est-ce que j'ai écrit ça? J'ai écrit ça mi-juillet, je crois, dans mon carnet. Ouais, vers le 20 juillet. Et c'est une leçon que je me remémorais, que je sais évidemment, compte tenu de toutes les histoires que je vous ai déjà partagées sur le podcast. Euh, voilà. Ouais, tu peux profondément aimer quelqu'un et quand même décider de partir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, franchement, si je suis honnête avec vous, que j'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie. J'ai aimé très 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 fort différentes personnes et j'ai quand même décidé de partir parce que, parce que je pense qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un, donc qui est une émotion, qui est un sentiment, qui est un langage du cœur, et une relation qui est la combinaison, oui, d'un état amoureux, mais aussi d'éléments, enfin d'énormément d'éléments qui viennent compléter cet élan du cœur et qui viennent rendre possible dans le réel, CF, la première leçon, la relation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai toute une théorie autour de l'amour avec notamment les 4 piliers du couple, etc. Mais j'ai aussi une théorie sur en fait les états amoureux. C'est-à-dire que pour moi, il y a 4 états slash étapes euh, d'un lien amoureux qui n'appellent pas les mêmes choses et qui donc vont conditionner le fait de rester ou de partir. Un, c'est le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, par définition, il ne se choisit pas. C'est un peu comme la fièvre. T'as la fièvre, tu choisis pas d'avoir la fièvre. Bah là, c'est pareil, tu choisis pas d'être amoureux. Tu l'es ou tu l'es pas, ça te tombe dessus. Ce n'est pas une décision. Ensuite, deux, il y a la relation amoureuse. Là, c'est une décision mutuelle d'être ensemble. Tu vois, il y a le sentiment amoureux, et puis en fait, on voit qu'il y a le sentiment amoureux qui est réciproque, qui est partagé. On décide d'être ensemble, ça devient donc une relation amoureuse. Deuxième étape du lien amoureux. Et là, on est encore sur, encore une fois, la relation amoureuse. C'est une relation qui est basée sur le sentiment amoureux. Troisième étape, c'est le couple. Et pour moi, le couple, c'est pas tout à fait pareil que la relation amoureuse. Parce que la relation amoureuse, elle se base uniquement sur le sentiment amoureux. Le couple se base sur une construction amoureuse. C'est-à-dire que dans la notion de couple, se rajoute par rapport à la relation amoureuse la projection commune, la construction d'un projet, quel qu'il soit, un projet de vie, un projet, quel qu'il soit d'ailleurs. Il y a une notion de vie commune dans le couple. Et puis enfin, la 4e étape, c'est le mariage, le couple marié. C'est toute la dimension du couple avec en plus une notion d'engagement, en principe à vie, puisqu'on exprime quand même des vœux et on fait des promesses soit devant le maire, soit devant Dieu, mais en tout cas, on le dit, on fait ces promesses, on fait cet engagement. Et dans ces cas-là, c'est le 4e niveau avec tout ce que ça implique de symbolique, de légal, etc. Et je pense qu'en fait, en fonction de l'étape dans laquelle on est, en fonction de ce qu'on a décidé pour soi avec l'autre dans le lien amoureux, ben, vous voyez bien qu'en fonction de là où on est, le sentiment amoureux n'est plus le seul élément qui décide. C'est plus le seul élément sur lequel on va se baser pour savoir si on reste ou si on part. Tu vois, dans l'étape 1 du sentiment amoureux, oui, bah, soit tu aimes pas. Mais dans l'étape, par exemple, couple ou mariage, bah non. Il y a des éléments
de l'ordre de la raison, il y a des éléments de l'ordre de la réflexion, il y a des éléments de l'ordre de l'intuition, il y a des éléments de l'ordre du sentiment amoureux, il y a des éléments de l'ordre de la compatibilité, il y a des éléments de l'ordre... Tu vois, il y a plein d'éléments. Et c'est vrai que je pensais beaucoup à ça, là, début d'année, etc. J'ai beaucoup écrit là-dessus. J'en parle aussi beaucoup avec mes amis qui vivent des histoires, des relations. C'est vrai que moi, je suis souvent l'oreille et la bouche, hein, parce que j'écoute et puis je donne volontiers aussi mon avis, mes takes là-dessus, tu vois. Mais j'en parle beaucoup avec mes amis, hommes, femmes, amis plus ou moins proches de tous ces sujets-là. Et ouais, c'est vraiment depuis le début de l'année une leçon aussi qui est revenue beaucoup dans mes réflexions, dans mes séances d'écriture et dans mes apprentissages. D'ailleurs, petite parenthèse, mais il y a quelques semaines, il y a une cliente à moi, une cliente italienne, enfin qui est française mais qui habite en Italie depuis 8 ans, je crois, qui m'a fait un long vocal pour me dire, tu sais, Jade, je sais pas si je me mêle de quelque chose qui a rien à voir ou si vraiment ce que je vais te dire c'est complètement out of the blue, enfin voilà. Mais, je pense que ce serait vraiment hyper intéressant que tu fasses des programmes de coaching ou vraiment des contenus, en tout cas des accompagnements autour des relations amoureuses, du couple, etc. Elle me dit, je sais que t'es beaucoup plus sur ce qui va être leadership, alignement, épanouissement, mais vraiment, moi qui en off, voilà, aborder ces sujets-là avec toi, etc. Enfin bref. Donc ça m'a fait archi plaisir parce qu'en fait, pour tout vous dire, un truc que je dis jamais, mais dans ma vision un peu ultime de ce que je fais, il y a un monde où j'ai envie de continuer à me former sur justement le volet relation. Et j'ai envie de faire de la thérapie de couple, j'ai envie d'accompagner vraiment sur ce volet-là parce que j'ai vraiment l'intime conviction que j'ai vraiment quelque chose à apporter. Je sens que j'ai une contribution à apporter à ce niveau-là. Je suis encore un petit peu, pas pudique, mais un petit peu... pudique, c'est pas le mot, secrète, c'est pas le mot, mais un petit peu en réserve pour l'instant par rapport à ça. Comme si j'ai besoin encore de continuer à accoucher de pas mal de choses. Mais vous voyez, naturellement, j'ai pas mal de réflexions de fond, un peu philosophiques, avec, tu vois, les 4 piliers pour moi, selon moi, du couple, les états du lien amoureux. Enfin, vraiment, il y a des choses qui me viennent comme si, entre guillemets, j'ai envie de contribuer à, à l'art d'aimer, tu vois, à cette notion de comment on aime, comment on peut mieux aimer, comment on peut mieux incarner la relation amoureuse, etc. Mais voilà, c'est pour un autre épisode, c'est pour un autre chapitre, c'est pour autre chose, mais je pose ça là aussi. Troisième leçon de 2026 so far. Tant que tu ne nourris pas ton vrai besoin, tu ne seras pas en paix. Tant que tu ne nourris pas ton véritable besoin, tu ne seras pas en paix. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en 2026 plus que jamais. J'avais la théorie de cette chose-là parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu apprends beaucoup en communication non violente. Donc, quand j'ai fait mon séminaire avec Thomas Dansbourg en Belgique, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qu'on a travaillé et qu'on a vécu pour le coup. Donc, je dirais que la graine de cet apprentissage-là, il s'est fait à ce moment-là. Mais alors, quand je vous dis que 2026 m'a fait ressentir ça dans mes tripes plus que jamais, vraiment de manière parfois très inconfortable, ben c'est vraiment ça. C'est tant que tu ne nourris pas ton vrai, véritable, profond besoin, tu ne seras pas en paix. Je te donne un exemple. Si au fond, au fond de toi, ton besoin, c'est un besoin de sérénité, mais qu'en fait, tu es en train, sans même te rendre compte, de nourrir ton besoin de légèreté, de sociabilité, de plein d'autres choses, de plaisir, mais qu'en fait, au fond, t'as pas identifié qu'au fond, le besoin racine, c'était la sérénité et que c'est pas lui que tu nourris directement, ça va créer une forme de dissonance intérieure qui peut être très mal vécue, parce que tu vas te dire, mais je comprends pas, par exemple, je suis en vacances, je fais des choses, je passe des super journées, je fais du bateau, je suis avec mon mec, je suis avec mes enfants, je vis des choses géniales, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi je me sens pas en paix, pourquoi je fais des insomnies, pourquoi je suis là en train de me plaindre? Parce que tu n'as pas pris le temps d'identifier ton véritable, profond besoin et tu ne le nourris pas. Donc tu n'es pas en paix parce que cet alignement ultime de paix intérieure n'arrive que quand on nourrit son vrai, véritable et profond besoin. Et ça, j'espère que ce que je suis en train de te dire, ça résonne dans tes tripes et dans ton cœur et que tu es en train de comprendre dans ta chair ce que je suis en train de te dire parce que ça peut vraiment changer ta vie. Tu n'as pas besoin de souffrir
et ta capacité à encaisser la souffrance ne déterminent pas ta valeur. C'est pas parce que tu sais souffrir, meuf. C'est pas parce que tu sais souffrir que t'es obligé de choisir la souffrance. C'est pas parce que t'as appris à encaisser que t'es obligé de choisir la souffrance. Et je vous en ai déjà fait un épisode, je crois que c'était le numéro 2 des soirées d'été. T'as pas besoin en fait. T'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de te prouver à toi-même sans arrêt, encore et encore et encore et encore, que ta valeur réside dans le fait d'encaisser la souffrance. Parce que ta valeur, elle réside pas là-dedans. Et ça, c'est parce que ton estime de toi, elle est fragile. Je te parle, non pas parce que j'arrive en sachante et que j'ai tout réglé, parce que mon estime de soi s'est fragilisée de nombreuses fois à cet endroit-là. Parce que ma plus grosse faille d'estime de moi, elle est là. C'est que moi, quand je suis pas parfaite, que je suis pas performante et que je suis pas forte, je perds de la valeur pour moi-même. Ça, c'est mes failles d'estime de soi. Donc, je t'en parle en connaissance de cause. Et je fais un travail infini et continu pour combler ça. C'est pour ça que je t'en parle, avec autant de lucidité et autant de transparence. Ta valeur ne réside pas là. En tant qu'être humain, tu as une valeur absolue. D'ailleurs, si tu es religieuse ou spirituelle, c'est quelque chose que la religion t'apprend, en tout cas que la spiritualité t'apprend. Tu as une valeur en tant qu'être humain, point. Point. Mais tu n'as pas une valeur dans le fait de performer, d'encaisser la souffrance, de porter chaque jour les douleurs du monde, les tiennes, celles de toute ta lignée. Non. Et c'est pas parce que tu es quelqu'un de résilient, que tu as appris à souffrir en serrant les dents, que tu as appris à être forte, que tu dois l'être. T'es pas en vie pour souffrir, t'es pas en vie pour te prouver à toi-même que tu peux continuer comme ça. C'est un mode opératoire de sacrifice, c'est un mode opératoire de survie, c'est un mode opératoire qui est douloureux. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. N'oubliez pas, hein, je dis tu, ce sont mes leçons de 2026. Hein, donc là, c'est littéralement moi qui me parle à moi-même à voix haute. Hein. C'est juste que je vous ai invité dans ma tête. Hein. mais ça, c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps et qui est bien loin d'être réglé, si vous voulez tout savoir. Cinquième leçon, les grands bonheurs demandent de grands risques. Si tu veux vivre une vie exceptionnellement heureuse et grandiose, il va falloir que tu prennes des risques exceptionnels et grandioses. Les grands bonheurs nécessitent de grands risques. Parce que les grands bonheurs ne se conquièrent pas dans la tiédeur, dans le moyen et dans le connu. Le bonheur, c'est pour moi quelque chose qui se conquiert dans le risque, dans l'ambition d'une certaine manière. Mais attention, pas dans le risque, je dois tout envoyer péter, l'ambition c'est avoir une carrière. Non, voyez le sens profond des mots. L'ambition, par exemple, ça peut être de mener une vie juste, au plus proche de sa vérité. Mais vous savez comme c'est dur de faire ça ? Vous savez comme c'est dur, c'est ça vivre une vie grandiose. L'ambition, c'est de ne pas se trahir. L'ambition, c'est d'avoir le courage de suivre son intuition. L'ambition, c'est d'avoir le courage de faire des choix qui sont bons pour nous, pour notre cœur. L'ambition, justement, c'est de faire des choix du cœur, de ne pas céder à la tentation et au piège de notre société, par exemple. Voyez, c'est ça une vie grandiose. Une vie où la beauté, la bonté, la justesse sont au centre. Donc en fait, l'éthique, évidemment, comment oublier ce terme qui me tient à cœur, tu vois. Donc c'est vraiment tout ça. Et j'ai vraiment compris, et parfois ça m'aide aussi à, justement, à mieux vivre, de me dire, mais Jade, c'est normal en fait que ça soit dur. C'est normal que tu aies le sentiment parfois de prendre des risques énormes. C'est normal que parfois tu te sens seule. C'est normal que parfois ça soit vertigineux. Parce que tu es en train d'essayer de construire une vie grandiose avec de grands bonheurs. Donc ça demande de grands risques. Donc ça demande parfois de grands combats. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, que j'ai appris et que petit à petit j'accepte aussi. Et ça m'aide vraiment à mieux vivre les épreuves. This one is deep. Les bonnes intentions ne garantissent pas les bonnes relations. Les bonnes intentions ne garantissent pas les bonnes relations. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute de plus à ça ? Parfois, on peut nous-mêmes avoir les meilleures intentions du monde et c'est pas pour autant qu'on sera la bonne partenaire pour l'autre. Et en face de nous, peut y avoir des personnes dont on est
absolument certaine des bonnes intentions, des plus pures intentions, et pourtant ce sera quand même pas la bonne relation pour nous. C'est cruel, mais c'est la réalité. Et ça, j'en suis absolument convaincue, pour l'avoir vécu évidemment, mais ouais, je crois que c'est aussi quelque chose que 2026 m'apprend, c'est qu'en fait, les intentions ne suffisent pas. Parce que je vous renvoie au premier point, le réel a toujours raison. C'est qu'en fait, parfois, on peut avoir les meilleures intentions de la Terre, on peut décider tout ce qu'on veut. Il faut le mettre à l'épreuve du vécu maintenant. Et le vécu et le réel sont très cruels. Voilà. Je vais terminer sur cette punchline. Le réel peut être très cruel. That's it. 7e leçon. Putain, j'avais oublié que j'avais écrit ça. Ça me fait un truc. Ce n'est pas mon rôle de protéger un autre adulte et encore moins de le sauver. Ce n'est pas mon rôle de protéger un autre adulte et encore moins de le sauver. J'ai longtemps joué ce rôle dans ma vie. D'infirmière, de sauveuse, de psy, de coach, de tout ce que vous voulez. J'ai beaucoup été la ressource pour les autres. Parce qu'en fait, tout simplement, je pense que c'est un super pouvoir que j'ai vraiment développé pour moi-même, devenir une ressource pour moi-même, puisque comme j'ai grandi dans beaucoup de solitude, je me suis construite avec beaucoup de solitude et tout, donc j'ai vraiment développé cette compétence-là, en fait, hein, tout simplement, ce pouvoir-là, chose dont je suis super fière. Et donc c'est aussi quelque chose que j'ai tendance assez naturellement à beaucoup offrir aux autres. Néanmoins, ça peut parfois déséquilibrer les relations et surtout m'emmener dans un extrême qui est, bon, ben, je me dis que c'est mon rôle de sauver, d'éduquer, de protéger, etc. Et c'est quelque chose que je fais parfois trop avec les gens que j'aime beaucoup, notamment dans les dynamiques amoureuses. Ça, c'est vraiment ni fait ni à faire, parce que je suis là en train de toujours protéger les sentiments de l'autre, l'ego de l'autre, la sensibilité de l'autre, aux dépens des miennes. Et c'est là que le bas blesse, c'est aux dépens des miennes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais me dire, non mais moi, en fait, c'est pas grave si j'ai de la peine, c'est pas grave si c'est inconfortable pour moi, c'est pas grave si moi ça me blesse, c'est pas grave si moi ça me demande de prendre sur moi, parce qu'en fait, moi j'ai les capacités pour le faire. Tu vois, moi je sais souffrir. On y revient, tout est lié. Moi je sais souffrir, je sais encaisser, je sais me réguler, je sais me prendre en charge, je sais nourrir mes besoins. Donc en vrai, vas-y, ça me coûte pas tant que ça de gérer l'autre aussi par la même occasion. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui peut poser problème en fait, parce que ça déresponsabilise l'autre, ça l'infantilise aussi, tu vois, d'une certaine manière, et ça l'empêche de se prendre en charge. Et autant je veux bien être la personne qui parfois éclaire sur peut-être comment l'autre peut se prendre en charge, mais c'est pas à moi de faire tout le process, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pas non plus, il faut, comment dire, pense que c'est ça aussi d'attendre qu'éventuellement on nous sollicite. Il faut pas que ce soit le mode par défaut de prendre en charge l'autre. Et je pense qu'il y a énormément de femmes qui sont dans ce syndrome un peu de l'infirmière, de la sauveuse, etc. 8e leçon, la quête c'est bien, mais la conquête c'est parfois mieux. Alors ça c'est un truc que j'ai appris... Ça c'est vraiment un truc que j'ai appris au mois de mars. Mais février-mars, c'était une période vraiment challengeante pour moi, à plein de niveaux. Et en fait, j'ai un ami à moi qui a été beaucoup en soutien à cette période de ma vie, où j'ai eu pas mal de gros challenges pro qui m'ont vachement trigger aussi sur des éléments perso, émotionnels, des schémas que j'avais. Et en fait, c'est quelqu'un qui est vachement dans la conflictualité, mais dans une conflictualité très saine, tu vois. Et en fait, il m'a mis en miroir, et d'ailleurs il l'a nommé, hein, mais tu sais, Jade, c'est très beau de voir à quel point souvent tu es dans la quête. Tu es dans la quête d'une vie juste, tu es dans la quête d'un comportement éthique, tu es dans la quête, tu es dans une quête de beauté, etc., d'harmonie. Mais tu sais, parfois dans la vie, il y a certains combats, ou il y a certaines situations, il y a certains moments de vie qui nécessitent de ne pas être seulement dans la quête, mais d'être aussi dans la conquête, dans la bagarre, dans le fait de s'engager pour soi, dans le fait d'être plus assertif sur le fait de poser ses limites, de dire non, et même d'aller même au front, d'aller au combat. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir vraiment tout le temps préserver l'harmonie, et je crois très fort en la capacité à communiquer, et je crois surtout très fort dans la bienveillance, mais au sens profond du terme et au sens beau du terme, quand on ne le galvaude pas, c'est-à-dire de vraiment présupposer le bon chez autrui, de donner toujours le bénéfice du doute, de donner toujours un gage positif à l'autre. Par exemple, je dis toujours que, tu sais, ce truc de la confiance n'exclut pas le contrôle et la confiance se mérite, eh ben moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je donne ma confiance par défaut,
jusqu'au moment où potentiellement je serai déçue. Et dans ces cas-là, je la reprends et je la reprends sans état d'âme. Néanmoins, je pars du principe que justement, il faut risquer dans la vie, prendre des risques. Sinon, on vit de manière tiède, étriquée dans le contrôle et ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et en fait, j'ai suffisamment pour le coup là, vraiment confiance en moi, en mes ressources, en ma solidité intérieure, pour donner ma confiance, qu'elle soit complètement brisée et trahie, et de la récupérer, de me reconstruire après ça. C'est déjà arrivé par le passé, et je m'en suis relevée, et ça m'a pas pour autant ni dégoûté de l'amitié, ni dégoûté de l'amour. Non, parce que chaque individu est unique, et ça ne détermine pas qui est... Enfin, l'espèce humaine, tu vois ce que je veux dire. Donc... Ça, c'était un peu c'est mon logiciel 90% du temps. Mais c'est vrai que j'ai appris cette année que parfois, faut être capable de conquête, faut être capable de rupture, faut être capable de conflit. Et, euh, et on avait cette discussion avec Meryl cette semaine. Elle me disait, mais putain, je t'ai jamais vu faire autant de tri dans ton entourage, je t'ai jamais vu autant poser ton cas, je t'ai jamais vu autant poser tes limites, je t'ai jamais vu autant dire, mais en fait, mais non, mais ça passe plus, en fait, ça ne passe plus, c'est terminé. Et ça me ressemble pas du tout de faire ça. Moi, je peux vraiment beaucoup accepter. Et avant, mon mode par défaut, c'était vraiment j'accepte énormément jusqu'à ce que tu arrives à un point de non-retour. Et là, effectivement, j'allais dans quelque chose de plus radical. Mais là, aujourd'hui, ce point de non-retour, il est beaucoup plus rapide. Et puis surtout, c'est ce que je vous ai dans un des épisodes, je sais plus quand. Mais en fait, c'est comme si j'ai recalibré et ma valeur loyauté, oui, elle est toujours dans mon panthéon des valeurs importantes, mais je l'ai recalibrée par rapport à la liberté, l'amour, la sincérité, la beauté, d'autres valeurs qui sont ultra importantes aussi pour moi. Et en fait, je sors du mode sacrifice par rapport aux gens que j'aime. La loyauté, c'est bien, mais il faut être d'abord loyal envers soi. Il y a plein de moments dans ma vie où j'étais vraiment déloyale envers moi pour être extrêmement loyale à des gens qui étaient rentrés dans ma vie, soit parce que ça faisait longtemps, soit parce qu'au fond, je les aime beaucoup, donc je leur pardonne tout. Et puis comme moi, j'ai une analyse où je me dis oui, mais il y a aussi, mais cette personne, elle a ce trauma-là, oui, mais c'est pas de sa faute, oui, mais parce qu'en fait, elle a été éduquée comme ça. Bref, comme j'avais plein d'éléments d'analyse et que j'aime bien analyser les choses et comprendre les choses, ben, du coup, ça devenait un peu des excuses. Et j'ai appris cette année qu'en fait, ben, chacun se gère. Et puis, les excuses, ça va 2 secondes, mais en fait, chacun se gère. Parce que par exemple, moi, je pourrais avoir plein d'excuses sur plein de trucs, mais je les utilise pas. Donc, on va éviter, tu vois. Alors, 8e leçon. À force de fuir le conflit avec les autres, on finit par être en conflit avec soi-même. Bon, bah, directement lié à la leçon précédente. D'ailleurs, je pense que je vous ai expliqué ce dernier point dans l'explication de la leçon précédente. Mais en fait, c'est ça, c'est que, en fait, à force de fuir le conflit avec les autres, de chercher à créer de l'harmonie tout le temps, de chercher à être en paix avec les autres tout le temps, tu finis par créer du conflit avec toi-même. Parce qu'en fait, tu finis par te trahir. Et ça, je vous le dirai jamais assez. La pire et la plus douloureuse euh, addition à payer dans la vie, c'est la trahison de soi. Parce que ça te vole tout. Ça te vole ta paix intérieure, ça te vole ton épanouissement, ça te vole tes nuits, ton sommeil, ça te vole ta joie, ça te vole tes rires. Si tu es en trahison, en fraude avec toi-même, ça te vole tout. Ça te vole tout. Et il y a un moment dans la vie, je crois, où il faut avoir le courage, parce que ça demande un travail monstre et colossal de déconstruction, vis-à-vis du regard des autres et tout ça. Mais il faut trouver le courage de revenir à soi, de revenir à sa base, d'avoir le courage de se décaper de toutes les couches qui nous polluent pour revenir à qui on est, pour revenir à son identité. C'est ultra important. Et si vous aspirez à vivre une vie heureuse, une vie alignée, une vie saine, vous devez absolument, at some point, décider d'être vous-même, d'être pleinement vous-même, sans compromis, sans masque, sans fraude. Sinon, je peux vous garantir là maintenant, que vous serez en conflit avec vous-même. Et enfin, dernière leçon de 2026. Je pense que c'est la plus dure pour moi. Si me respecter veut dire être la méchante de l'histoire de quelqu'un d'autre, alors j'accepte de payer ce prix. Je t'explique que quand tu as appris que ta valeur pour le coup réside dans le fait d'être gentil, serviable, poli, d'être la préférée, et que toute
ta vie, on t'a complimenté sur ça quand t'étais enfant, etc. C'est excessivement dur d'accepter d'être la méchante de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et faire le deuil d'être la personne gentille, c'est quelque chose d'excessivement douloureux. D'excessivement douloureux. Mais j'ai vraiment compris en 2026 que si me respecter, je dis bien me respecter dans ma vérité, si me respecter veut dire être la méchante de l'histoire de quelqu'un d'autre, j'accepte de payer ce prix. Et c'est objectivement le plus beau cadeau que je puisse me faire. C'est la chose la plus chère que je puisse m'offrir. La vérité, c'est pas un sac Hermès, c'est ça. C'est me respecter. Si me respecter veut dire être la méchante de l'histoire de quelqu'un d'autre, j'accepte de payer ce prix. J'accepte de payer ce prix. C'est super dur, mais je crois que c'est important encore une fois de faire le deuil de ce truc-là. Tu pourras pas être la gentille de toutes les histoires. Et je te garantis un truc. Si aujourd'hui, quand tu fais ton introspection rapide en écoutant cet épisode, tu te dis que tu es la gentille dans toutes les histoires de toutes les personnes que tu connais, c'est que tu es people pleaser. C'est que tu es la personne qui se ment à elle-même. C'est que tu es la personne qui se suradapte. C'est que tu es une people pleaser. Une picole. T'es une people pleaser. C'est que tu es une people pleaser. C'est sûr et certain. En fait, il n'y a pas d'alternative. C'est sûr et certain. Tu peux pas être la gentille de toutes les histoires et de tous les scénarios. Parce que s'affirmer, ça veut forcément dire que tu crées des frictions. Et ça plaît pas. Et on est dans un monde qui refuse les frictions. Et surtout, quand on est biberonné au fait d'être la gentille, etc., eh bien, ce prix-là, il est très, 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 très difficile à payer. Et je suis avec toi sur ce coup-là. Je sais que c'est dur, mais je te garantis que ça va te libérer de manière assez incroyable. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour cet épisode très introspectif finalement. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain pour un nouvel épisode des soirées d'été. Je vous fais des gros bisous et passez une belle journée. Mouah, ciao.